En cours, Vladimir Fichera, poète, traducteur, historien, né en 1948. Il publie ici son 6e recueil de poésie. Il est l'auteur, sous son nom de Vladimir Fichera, vous le savez sans doute, d'anthologies de poésie slave et d'ouvrages sur la vie culturelle et politique dans les pays de l'Est. Voilà, je vais de suite donner la parole à Vladimir pour cette petite lecture de poèmes d'amour. Je rappelle aussi que tous ces ouvrages, ceux de Vladimir et ceux de Franck Muller-Lassé, donc ces catalogues sont tous disponibles, vous pouvez les emporter tout à l'heure. Et puis, si vous tenez le coup jusqu'à la fin de la lecture, nous aurons le grand plaisir de vous inviter à boire. Voilà. Merci beaucoup, Vladimir, à toi. Bonjour, c'est très touchant d'être à nouveau ici. Et ce livre est un prétexte pour revoir des chers amis de ces 30 ans de présence heureuse en Alsace et à Strasbourg. Je pourrais commencer, puisque Franck a cité une œuvre de moyenno-allemand du XIIIe, une œuvre aussi de troubadour français, occitan, du même XIIIe siècle, car c'est une vieille histoire que celle des œuvres amoureuses, comme le dit le traducteur de l'occitan, le grand écrivain suisse de langue française Charles Albert Singlia, qui a traduit dans son ouvrage Stalactite, paru à Lausanne en 1941. On oublie souvent d'ailleurs les écrivains francophones minoritaires dans d'autres pays où leur statut est bien reconnu, mais que les Parisiens ignorent en tout cas. Vers 1230, Sordel, dont on ne connaît même pas le prénom, très admiré par Dante, qui a même hésité un long moment d'adopter l'occitan plutôt que l'italien toscan pour l'Italie, écrivait ceci, juste quelques mots. Grand merci donc si la plus fascinante vint me vivre me fait, car vie n'a d'autre sens. Un peu plus fort. Grand merci donc si la plus fascinante, vivre me fait, car vie n'a d'autre sens. Ainsi navire guidant la mer, l'astre polaire, élément et le fer. Donc merces fai la plus grazida sim viure jausen post als non tena vida. Con la nau en mar guida, la tramontana, el fers, el caramida. Pour ce qui est de mon écriture de poésie lyrique, poésie d'amour, poésie sensuelle ou érotique, la rencontre avec Anne Muller-Lassé comme illustratrice a été importante. Dans Embrasement, déjà, elle illustrait ce recueil paru en 2006 aux éditions des Deux Siciles. Elle a aussi illustré des poèmes à moi. Je voudrais y rendre hommage à des revues comme Élan, la revue du FEC, animée par le cher Jean-Luc Ibel à l'époque, dans Jalon, revue de poésie extrêmement importante du Val-de-Loire, la revue des chrétiens de la résistance Résu, qui a tenu près de 60 ans, jusqu'à la mort de son animateur Cussablanc. La revue aussi, qui existe toujours, Dieu merci, Diérèse. Et c'est effectivement de Diérèse que provient l'illustration, plutôt l'œuvre autonome d'Anne, leur grand paquebot. Ne cherchez pas ce poème dans le recueil, il n'est pas dans ce recueil, il est dans un numéro de Diérèse que je n'ai pas eu la patience de chercher dans mon fouillis de livres. Par contre, à l'autre bout du livre, il y a un autre de ces œuvres plastiques, Caresser l'eau, qu'on trouve lui dans Embrasement en page 11, et qui a fait l'objet, sous une forme bien plus grande, d'une exposition à Setúbal au Portugal
qui était une des dernières expos, je crois, Franck, hein, que Anne a faite. La dernière, c'était à Cascais aussi. Voilà. Et, elle aimait beaucoup le Portugal et ses milieux de galeristes extrêmement ouverts et cosmopolites. Et là, il y a eu un recueil entier avec ces illustrations, et mes poèmes et des poèmes d'autres. Et c'est Jean-Paul Mestas, le grand traducteur d'espagnol et de portugais, le fondateur de Jalon, qui m'a fait l'honneur, sans même me le dire, et bien sûr gracieusement, de traduire mes textes qui accompagnaient les œuvres d'Anne en langue portugaise. Alors, caresser l'eau, ça donne, dans Embrasement, caresser l'eau dans le sens du courant, son encolure qui tremble, son débord qui rejoint, la terre meuble, là où, nu, tu t'es lavé. Alors, dans ce long silence, Franck a fait allusion au titre qui a changé, blason, décor, étreint. Je pensais là aussi à la poésie d'amour. C'était la première en Occident, celle des troubadours, qu'ils soient en langue d'oïl, d'oc ou en vieil allemand. Ça aussi, ça a failli s'appeler D'un bonheur fluide, qui est un des derniers poèmes du recueil. Un autre titre encore, c'était Les relevailles de l'amour. Le titre qu'a choisi Armand, et il est judicieux, il est sûrement mieux que tous les autres. On le trouve page 68, dans ce lent silence. On le retrouve en quatrième de couve, comme on dit dans le monde de l'édition. Je l'ai dédié à Guy Goffet, qui est un des plus grands écrivains de langue française, lui aussi pas hexagonal, il est belge, comme beaucoup de bons poètes actuels francophones se trouvent être suisse romand, belge ou québécois, ou d'Afrique noire ou blanche, c'est ce qu'on oublie souvent. Guy Goffet, qui a permis à la NRF la revue de survivre dans des temps difficiles, et qui s'est engagé très courageusement, notamment pour l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, au risque, comme certains autres d'entre nous, de se faire mal voir, mais peu importe après tout, par les nationalistes de ces Balkans occidentaux. Donc à Guy Goffet, dans ce lent silence. Dans ce lent silence, elle caresse de ses boucles mon front, de ses paupières mes joues. Dans ce lent silence, logé au creux des hanches, au contre-pli du ventre, comme palpitent les branches du long parc du sommeil. La lenteur, effectivement, est un élément clé. Et dans une série qui arrive vers la page 88, qui s'appelle Demi-sommeil au pluriel, le troisième fragment, repos des corps reliés par le plus lent des spasmes, le sommeil. Il faut dire que beaucoup de ces poèmes, c'est un peu difficile de les lire à haute voix et en public, sont faits pour être médités, chuchotés, lus à seul ou à deux, c'est encore mieux, à deux sûrement, dans le secret de ce silence amoureux. Alors, c'est une veine qui a commencé à la Bartavel, c'est lui l'éditeur qui a largement fait faux bond, mais il y a 30 ans, c'était un grand éditeur avec une grande revue. Et là, il y avait, j'ai regardé rétrospectivement, des poèmes qui annonçaient cette verve amoureuse ou lyrique, on dirait en allemand, hein, ou amoureuse, ou érotique, ou sensuelle. Au 7e jour, le poème de 90, et la nacre des 10 doigts, à travers la nuit revoit, sous l'écran des peaux, le môle, tout pénétré d'eau lustrale, et les viviers d'eau qui parlent, raniment l'âme en son plus haut dimanche. Difficile de le dire, parce qu'il y a un blanc, hein, il y a aussi la disposition des vers sur la page, c'est pour dire que l'œil
est aussi important, hein, plus peut-être que la voix, en tout cas que la voix forte. Odalisque, les blessures de nacre, 89-90. Ordre minuscule épargné par la moue double des blessures de nacre. Rouge est le fil que le sable du ciel dépose sur un linge trop blanc. Verticale du port qui cède pour que passe l'étrave polie du dernier remorqueur. Et puis le tout dernier poème de ce premier recueil que j'avais dédié à la mémoire de Robert Musil, le grand écrivain autrichien, de l'homme sans qualité, un des 5 meilleurs témoignages du destin humain au 19e et 20e siècle, le bilan de cette Europe centrale. À Robert Musil, in memoriam, et tes cheveux repoussent hors des gravillons d'oubli, rappellent les signaux des autres années où la poussière devenait blonde à travers le froid, de l'automne qui veille contre les craquements, rixe molle de l'immédiat où se perd la vie. Quelques années plus tard, en 2001, mon premier recueil publié en Alsace, chez Armand Peter, édition BF, Bleu, poème d'ici, reprend la série Et tes cheveux, page 23-24, Et tes cheveux, fil d'or unique tressé dans l'incendie des fûts plus rouges, des colonnes d'épicéas et de trembles, presque diluées dans l'orange, restituées de mémoire sur la gouache portrait, redonnées aux boucles presque rousses de la nouvelle petite fille qui passe, filtre les cailloux morts de l'écrevisse sur le grand rocher plage du lac Blanc.